Bonjour à toutes et à tous. Elle inspecte les centrales nucléaires, certifie ce que vous portez, les jouets de vos enfants ou encore les avions. Et pourtant, vous ne la connaissez sans doute pas. Cette entreprise, c'est Bureau Veritas et sa directrice générale est notre invitée cette semaine. Bonjour Hinda Gharbi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Parlons éco, c'est maintenant. Bureau Veritas, c'est bientôt 200 ans d'histoire. Jules Verne, vous mentionnez même dans plusieurs de ses romans, notamment 20 000 lieues sous les mers. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Vous certifiez les bateaux pour éviter les naufrages, c'est ça? Alors écoutez, c'est une histoire fascinante parce que début des années 1820, il y avait de très grandes tempêtes et une très grande tempête a contribué à faire couler 2000 navires. Donc les assureurs, les armateurs voulaient absolument se protéger et la question de la sécurité des navires s'est posée. Et c'est comme ça que Bureau Veritas a commencé comme un bureau de contrôle de la sécurité des navires. Alors aujourd'hui, vous certifiez presque tout, des t-shirts aux jouets pour enfants en passant par les avions ou les plateformes pétrolières. À quoi sert cette certification? Par qui est-elle demandée? Par qui est-elle exigée? Et sur base de quels critères? Alors Bureau Veritas, en fait, fait des tests sur des produits, inspecte des actifs, des immeubles, des turbines et peut aussi certifier des projets, certifier des produits. Et souvent, c'est dans un souci de sécurité pour les personnes, santé, faire en sorte qu'il n'y a pas des choses nocives, et puis bien sûr, qualité, fiabilité. Et Bureau Veritas, donc avec ses compétences autour de la sécurité, on les fait dans plein de secteurs. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 82 000 employés qui opère dans 140 pays. Vous inspectez aussi les centrales nucléaires. Alors, elles ont une durée de vie moyenne de 40 ans. Là, on veut la prolonger jusqu'à 60 ans. Vos contrôles, ils deviennent encore plus critiques? Les Bureau Veritas a des compétences dans plusieurs secteurs, notamment dans le nucléaire, et on a des compétences autour de l'inspection réglementaire. Donc on connaît bien les réglementations, on a des ingénieurs qui sont spécialisés dans les objets qu'on va trouver dans une centrale nucléaire. Donc justement, avoir ces compétences-là aujourd'hui, avec l'industrie nucléaire qui se développe, est un vrai enjeu compétitif, je dirais. Bureau Veritas est entré au CAC 40 en décembre 2024. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Est-ce que c'est plus de pression en tant que dirigeante? Vous avez les projecteurs sur vous? Alors, d'abord, c'est une très grande fierté pour nous tous et nos collaborateurs. Ça couronne quand même beaucoup de travail de génération de managers pour en arriver là. Ça ramène beaucoup de visibilité d'être au CAC 40 et surtout, ça met en valeur nos métiers. Nous, on a, j'ai dit, 82 000 employés. Les 2 tiers, c'est des techniciens, des ingénieurs, des scientifiques. Et donc, ça met en valeur. Vous avez senti la différence, le avant, après? La fierté, c'est sûr. Alors, beaucoup de visibilité pour les investisseurs, mais pour nos employés, c'est une très grande fierté. Et plus de pression aussi, parce que le cours de bourse est plus regardé. C'est sûr que c'est beaucoup plus visible, absolument. Il y a un marché important pour vous, c'est évidemment la Chine. Selon l'UFC Que Choisir, il y a 7 produits sur 10 qui sont testés sur des plateformes Temu ou Chine qui ne seraient pas conformes aux normes européennes, qui seraient même parfois dangereux. Est-ce que vous travaillez avec ces entreprises? Alors nous, on travaille aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de groupes internationaux qui, eux, vont acheter leurs produits en Chine. Ça peut être des détaillants ici en France, en Europe, aux États-Unis. Ces détaillants-là ont besoin de savoir comment les produits sont faits. Donc les fournisseurs qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils délivrent ces produits d'un point de vue environnemental, social, gouvernance. Mais aussi, ils doivent tester les produits par rapport aux enjeux de sécurité. Alors, vous êtes payé par les entreprises que vous contrôlez. C'est une situation que dénoncent des associations de consommateurs. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Alors, tous nos employés sont très clairs. S'ils ne sont pas à l'aise, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas certifier quelque chose, ils ont complètement le droit de ne pas certifier le produit. Donc vous pouvez même empêcher une mise sur le marché d'un produit. Donc j'imagine que vous devez parfois subir des pressions de certaines grandes entreprises. Je pense qu'il va y avoir de la pression, mais ce qui est important, c'est le comportement de nos inspecteurs. Nos inspecteurs savent très bien
ils ne sont pas obligés, parce qu'on est payé par un client, de certifier ou d'inspecter et dire qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Ça, c'est très, très important. Et on a tout un dispositif interne qui fait en sorte qu'on vérifie ces choses-là et on prend ces sujets très au sérieux. Les entreprises ou les entrepreneurs, ils dénoncent parfois cette avalanche de normes, de réglementations qui les freinent parfois dans leur activité. Et elles réclament, les entreprises, de la simplification. Vous, plus il y a de normes, plus il y a de réglementations, plus vous avez du travail. Non, absolument pas. Et moi, je me suis exprimée sur ce sujet plusieurs fois. Je pense que la simplification est importante parce que trop de normes qui se chevauchent peuvent devenir en fait un peu un défi pour les entreprises. Les grandes entreprises arrivent à s'adapter. Quand on est une petite entreprise, une moyenne entreprise, c'est vraiment très difficile. Et donc, vous les comprenez. Au contraire, nous, on comprend très bien. Les normes sont importantes, mais pas en excès mais pas en excès, en effet. Voilà. Aux États-Unis, il y a certaines règles environnementales qui sont devenues moins strictes. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ou les entreprises continuent malgré tout de vouloir avancer sur ce sujet ? Moi, je pense que les entreprises en général ont un devoir de comprendre ce qui est important pour eux de faire parce que c'est important de faire et c'est critique pour leur réputation, pour leur marque, pour leur responsabilité vis-à-vis de leurs consommateurs et de la société. Et ça, indépendamment des réglementations. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a un narratif qui est assez négatif sur pas mal de sujets, notamment sur l'environnement, etc. Mais nous, ce qu'on observe, c'est des entreprises qui sont très sérieuses, qui regardent ces risques-là à la réputation, à leur marque, les attentes de leurs consommateurs, leur position compétitive, concurrentielle. Il faut absolument qu'ils se distinguent. Et dans quelques années, ils ne peuvent pas dire on a su et on ne l'a pas fait parce que la réglementation a changé. Vous avez des milliers d'ingénieurs, d'inspecteurs, des montagnes de données à analyser. L'intelligence artificielle va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, d'être encore plus efficace. Vous aurez besoin de moins d'employés à l'avenir ? Moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un vrai atout pour aider nos employés à se concentrer sur leur expertise. Vous savez, quand on pense à l'intelligence artificielle chez Bureau Veritas aujourd'hui, on pense à ce qu'on peut enlever de redondant, de basique, pour que nos inspecteurs, nos ingénieurs passent du temps plus rapide et plus important. Ils Donc peuvent il y en aura besoin de moins mieux avec leurs clients. Moi, je ne le vois pas comme étant moins, je le vois comme eux vont pouvoir servir plus de clients, plus de croissance. Donc besoin de moins d'inspecteurs au final ? Pas forcément. Avec le temps, on peut avoir les mêmes inspecteurs qui vont faire beaucoup plus de travail. Vous pensez que l'IA pourra un jour certifier comme un inspecteur ? L'IA va avoir des compétences pour identifier certains critères et dire que ces critères sont réunis. Ceci dit, l'approche IA dans le monde de la certification nécessite qu'il y ait un humain dans cette loupe de décision. C'est très, très important. On parle beaucoup de l'IA comme étant un remplacement. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Nos inspecteurs, c'est des experts, c'est des sachants et souvent, quand on veut certifier, quand on va dire il y a un contrôle technique d'un immeuble, à la fin, je peux vous dire, le client, il veut savoir qu'il y a quand même un humain qui a validé, même s'il y a beaucoup du travail qui a été fait par l'IA. Je vous propose maintenant de parler de vous. Pour nous en dire un peu plus sur votre parcours, sur votre personnalité, vous nous avez apporté un objet, c'est un bracelet. Je vous invite à le prendre, à nous le faire découvrir. Alors, qu'est-ce qui symbolise pour vous ce bracelet ? Alors, c'est un bracelet que j'ai reçu en cadeau de ma mère. Et en fait, pour moi, il symbolise l'envie d'apprendre tout le temps. Ça, c'était un conseil de ma mère que j'ai gardé toute ma vie parce que je trouve qu'en effet, avoir cette envie d'apprendre tout le temps, on ne s'arrête jamais. Et on peut être très surpris par les bonnes opportunités qu'on peut avoir. Vous êtes née en Tunisie. Quels sont vos souvenirs d'enfance ? Alors, ma Tunisie à moi, elle est lumineuse, elle est tolérante et elle est absolument heureuse. Vous rêviez de faire quoi quand vous étiez enfant, comme métier ? Alors moi, j'aimais beaucoup tout ce que je faisais à l'école et surtout, j'aimais organiser... Une étudiante très studieuse, très appliquée. C'est vrai, très appliquée, mais j'aimais organiser des choses, orchestrer, voilà. Donc, c'est pas une surprise que j'ai fini dans le management, je dirais. Alors, à 18 ans, vous obtenez une bourse
et vous pouvez aller étudier soit en Allemagne, soit en France. Pourquoi vous choisissez la France? Parce que vous parliez déjà le français? Alors oui, moi j'ai appris le français depuis que j'étais à l'école primaire et j'adorais la langue. Et donc, ça me paraissait assez normal parce que je pouvais commencer mes études tout de suite en France. Et puis, bien sûr, la réputation des écoles d'ingénieurs françaises, elle est absolument formidable. Donc, ça faisait du sens. Très tôt dans votre carrière, vous êtes envoyé sur des plateformes pétrolières au Nigeria. Et quand vous arrivez, mais vos collègues, ils ne savent pas où vous faire dormir, car ils n'avaient jamais vraiment travaillé avec des femmes. Comment vous avez géré ça? Alors, oui, c'est un peu surprenant, mais après, on est tellement focalisé sur le travail. C'est des environnements qui demandent beaucoup de concentration. Il y a quand même des risques, on est en pleine mer. Il y a des attentes et des exigences opérationnelles très importantes. Moi, je ne laissais pas ce sujet-là me perturber beaucoup parce que j'avais une mission à faire. J'arrivais sur la plateforme, il fallait partir après. Donc voilà, on apprend à s'adapter et puis on découvre très vite une très grande camaraderie dans ces endroits très demandeurs. Vous avez dit avoir passé beaucoup de temps à vouloir être parfaite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà, être parfaite? Et quand est-ce que vous avez lâché prise sur ce point? Alors, c'est souvent parce que quand on est bon élève, on va essayer de faire ça, mais après, on se rend compte que la perfection, c'est quand même... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et donc il va falloir à un moment équilibrer tout ça. Et je pense que quand j'ai eu mes enfants, ça devenait assez évident qu'il fallait faire des choix pour l'équilibre professionnel, personnel, etc. Et donc, c'est le conseil que je donne aux jeunes femmes et jeunes hommes de ne pas chercher à être parfait, surtout qu'à un moment, il faut connaître ses points forts et puis les points où on peut se faire aider. Il paraît que vous avez une passion pour les oiseaux. Est-ce que c'est vrai? C'est absolument vrai. Je faisais beaucoup de l'ornithologie quand j'étais au lycée en Tunisie. J'en fais plus comme ça, mais je trouve toujours un plaisir de temps en temps à regarder des oiseaux avec mes jumelles quand j'ai l'opportunité. Vous avez évolué dans des environnements très exigeants. Quels sont vos conseils pour gérer cette pression sur la durée? Je pense savoir s'entourer est très important. Être clair sur ses objectifs, pourquoi on va faire ce travail ou cette mission ou être dans cette entreprise. Donc, clarté. Et puis, il ne faut pas tout prendre trop personnellement. Il faut toujours essayer de relativiser par rapport au contexte les décisions qui peuvent être prises avec ou sans nous. Vous avez eu des moments difficiles où vous vous êtes dit « je risque de ne pas être à la hauteur des moments de doute? Moi, je trouve que le doute est très sain. C'est bien d'avoir des moments de doute parce qu'on arrive à faire mieux. Quand on doute, on fait mieux. Et donc, je ne le vois pas comme un handicap, je le vois comme un moyen important. Et je doute, bien sûr, je doute de plein de choses. Je vous propose maintenant une parenthèse beaucoup plus légère, quelques questions tac au tac. Une ville dans le monde où vous vous sentez chez vous? Alors moi, j'aime beaucoup Londres. C'est une ville qui change tout le temps, mais on trouve ses repères quand même. Il y a un livre qui vous a marqué, que vous offrez à des amis? Il y a un futurologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Alvin Toffler. Et lui, il a écrit La troisième vague en 1980. Et en fait, il a un peu fait la prédiction de ce qu'on vit aujourd'hui. On vous offre une journée sans réunion. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez observer les oiseaux? C'est possible. Je vais faire du sport, c'est sûr. Et je vais sortir dans la nature, absolument. TV5 Monde, chaîne de la francophonie. Quel est votre mot préféré en français? Voilà. Voilà. Oui. Et ben voilà, c'est une belle manière de terminer cette émission. Merci beaucoup, Hinda Gharbi, d'avoir été notre invitée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et je vous propose de terminer cette émission par une traditionnelle photo souvenir. Absolument.